Le Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Moussa Yeroba, Zachary Milimono, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ensemble pour 1h30 sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h. Vous regardez cette émission chez vous, Espace TV donc disponible en Guinée-Conakry. Solitaire, très nombreux aussi à nous regarder du côté de l'Afrique du Sud. Sigiri, bienvenue chez les GG. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission, mesdames et messieurs. La problématique de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Un défi colossal à relever dans une société à engage démocratique fragile. Eh bien, le ministre des droits de l'homme, en dépit de tous les goulots d'étranglement, se bat contre. Eh bien oui, il peut obtenir des résultats sur le terrain 100 jours après sa reconduction. Que peut-on mettre à l'actif du ministre Khalifa Gassama Diaby? Il sera notre invité exceptionnel ce matin dans les GG. L'opposition guinéenne veut exiger le respect de l'accord politique global interguinéen du 3 juillet 2013. Elle va adresser donc un courrier au gouvernement pour la mise en place d'un cadre de concertation. Par ailleurs, elle compte bien introduire un projet de résolution à l'Assemblée nationale. Que peut-elle espérer de cette démarche? Faut-il craindre un raidissement du climat politique en Guinée? La question est posée ce matin chez les GG. Aboubacar Silla, porte-parole du gouvernement, porte-parole de l'opposition républicaine, nous allons l'avoir dans notre émission. Un groupe de jeunes pas contents de la façon dont le pays est géré, décidant d'entrer en politique pour changer la donne, fil d'Ariane de son combat, lutte contre les antivaleurs et participation à l'effort de réconciliation nationale. Comment compte-t-il s'y prendre? La question est posée ce matin chez les GG. Monsieur Diabati Doré, il est secrétaire général du RRD, c'est bien cela, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Il va intervenir dans notre émission en ce matin, mesdames et messieurs. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Diba. Bonjour Lamine. Voilà, allez, bienvenue Tamba, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, on s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Saisie spectaculaire des cornes de rhinocéros à Conakry, Djibril. Ouais, saisie spectaculaire des cornes de rhinocéros ou la chronique d'une entreprise qui mène deux activités parallèles, celle de la construction des édifices publics, mais aussi le trafic de cornes de rhinocéros. Alors, ces saisies ont été effectuées le 8 avril dernier. D'abord, tout a commencé par l'interpellation de 3 Chinois qui sont tous employés de cette société. La société, en l'occurrence, est Shanghai Construction Group. C'est la société qui exécute les travaux de construction de l'hôtel 5 étoiles à Kaloum. Alors, dans la foulée de cette interpellation, il y a eu une saisie qui a été effectuée sur les lieux du chantier. On y a retrouvé sur place 20 cornes de rhinocéros. Tenez-vous bien, 20 cornes de rhinocéros. Et je vous dis que une corne de rhinocéros se vend à $60 000, soit 2 fois plus qu'un kilogramme d'or. C'est vous dire un peu, effectivement, l'ampleur du phénomène en Guinée. Et ce trafic existerait en Guinée depuis 2 ans et il serait entretenu et soutenu par des responsables au plus haut niveau. La preuve, c'est que après l'interpellation de ces 3 Chinois, qui sont bien évidemment des responsables de la société Shanghai Construction Group, eh bien, ces 3 Chinois ont été conduits à la direction centrale de la police judiciaire. Quelques minutes après, surprise, qui envoie le ministre de la sécurité Malifine Ghané, qui est venu s'enquérir de la situation. Il a par la suite improvisé une réunion au bureau central national avec des agents de Interpol. Et dans la foulée et pendant cette réunion, surprise, l'une des personnes étrangères qui a assisté à la réunion se trouve être l'interprète du directeur général de la société chinoise Shanghai Construction Group. Et dans la foulée de cette réunion, les 3 Chinois qui ont été interpellés dans le cadre de cette affaire ont été sortis de garde à vue.
Mais malgré, bien évidemment, malgré ça, finalement, ces 3 Chinois, dont 2 se sont retrouvés, bien évidemment, au tribunal de première instance de Dixine. Mais je vous donne une seule information, c'est que ces 3 Chinois, cette société Shanghai Construction Group, bien évidemment, c'est une société qui est sur plusieurs projets de construction, mais parallèlement à la construction d'édifices publics, cette société également mène des activités de trafic de cornes de rhinocéros. Et je vous dis que le commerce des espèces sauvages occupe le 4e rang mondial du commerce illicite, soit 19 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Et je pense que c'est une activité c'est une affaire que nous allons suivre de plus près dans les jours et dans les semaines qui viennent. En tout cas, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est pointé du doigt par une ONG de la place qui appuie le gouvernement dans ses efforts de lutte contre les entorses à la loi phonique. Cette ONG se nomme Guinée Application Loi Phonique. C'est sous l'impulsion justement de cette ONG qui a eu bien évidemment ces interpellations, et le dossier se trouve actuellement au niveau de la justice. Espérons que la justice fera son travail sans qu'il y ait entrave, bien évidemment, de la part du ministre de la Sécurité. Bah écoutez, il faut toujours rêver. Hein. Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour. Voilà. Juste pour ajouter que dans ce studio, j'avais rappelé une saisie également qui s'était déroulée sur des produits interdits, des espèces protégées d'hippocampe du côté de l'aéroport. Oui. Et ces mêmes Chinois, il s'agissait encore de Chinois, ils avaient été libérés. Après enquête, on a essayé de dire que c'était une petite saisie sans importance, et derrière, voici ce que l'ex-beg nous cachait. Mais ce qui est important de signaler, c'est que c'est un kilogramme, juste pour appuyer ce que Dubril vient de mentionner, c'est 1 kilogramme de cornes de rhinocéros qui se vend à 60 000 $. Il est 20 kg saisis, la valeur c'est 1 200 000 $. Et donc, ce qu'on a envie de comprendre, c'est réellement, si ces enquêtes ont été menées, il y a eu 3 arrestations. Pourquoi la troisième personne a été relâchée? Il s'agit du chef comptable du projet de cette société de construction. Si il y a 2 personnes arrêtées, pourquoi le 3e a été libéré? Et qu'est-ce qu'on fait des lois qui sont ce sont des conventions internationales auxquelles la Guinée a bien évidemment souscrites? Pourquoi on les viole constamment? Et est-ce qu'encore une fois cette affaire sera une occasion pour piétiner nos lois? Parce que tout simplement, il s'agit d'étrangers, il s'agit peut-être d'affaires dans lesquelles des personnalités haut placées ont des retombées par derrière. Je pense qu'il va falloir faire toute la lumière sur cela. La Guinée n'a pas de rhinocéros. Les rhinocéros, ce ne sont pas des espèces qui vivent chez nous. C'est un trafic qui est interdit. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de trafic? Et puisque la Guinée est un pays où tout est facile, on envoie ces espèces protégées ici chez nous, parce que c'est une porte ouverte sur le monde. C'est le même reproche qu'on nous fait dans le domaine de la lutte contre la drogue. La Guinée ne produit pas de drogue, mais tout passe facilement chez nous, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas continuer comme ça à être les plus faciles du monde, les plus faciles de la sous-région. On vole ailleurs des produits licites, on vient en Guinée parce que c'est très facile de les transformer en poudre, de les mettre dans des petits sachets et d'aller les revendre du côté de par le monde. Va-t-on continuer à être la plaque tournante des différents trafics au monde? C'est la question que je me pose. Oui, nous allons continuer ça. Ce qu'il faut ajouter, c'est que la Guinée, quand même, n'est pas le seul pays qui est concerné par ce trafic, ces différents trafics et qui sont donc le fonds de commerce de certains hommes venus de la Chine. Et il n'y a pas que le trafic de cornes de rhinocéros, il y a aussi le trafic de cornes d'éléphants et d'autres, d'ivoire plutôt, et c'est un trafic qui est très développé dans certains pays de la sous-région. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment cette double face, ce double visage que peut incarner l'arrivée des Chinois en Afrique de l'Ouest. D'un côté, ils sont dans des projets de construction et ils participent à l'effort de développement de nos pays, mais et cela peut cacher d'autres activités que ces Chinois mènent sur place, comme ces différentes formes de trafic
Et pour appuyer ce que Diallo dit, c'est que je vous donne juste une idée. Moussa parlait tantôt de la valeur des 20 kg de cornes de rhinocéros. Oui. C'est 1,2 million, ce qui représente 2% du coût global des travaux de construction de l'hôtel 5 étoiles à Kaloum. Donc il est plus facile de faire des trafics de cornes de rhinocéros que de construire des hôtels 5 étoiles. Allez-y. Je pense que ce n'est qu'une question de temps pour découvrir les autres entreprises qui se livrent à de telles pratiques. Ça ressemble un peu dans l'histoire aux conquêtes. On va à la guerre, mais après il y a du butin tout autour. Il y a Total que nous le savons si bien, Total est dans le pétrole, dans le carburant, mais on sait bien les activités parallèles qui parfois se mènent autour, c'est ce qu'on nous apprend, ça c'est un élément. Ce que j'étais en train de dire, revenons un peu en arrière, ce n'est pas que les cornes de rhinocéros qui sont concernées. Regardez l'arche de Zoé au Tchad, il y a quelque temps, ce qui s'est passé. Il y a l'activité qu'on affiche, mais et la traite des enfants et le commerce d'enfants qui est à côté, le commerce d'ivoire, comme Aboubacar le disait, je pense que c'est d'abord, je pense que c'est juste une question de temps, comme je le disais. Mais c'est encore important de revenir sur nos lois qui sont en train d'être piétinées, foulées au pied par nos propres autorités. Le fait, je reviens sur ce que Moussa disait, il n'y a pas de contrôle. Si il y a du contrôle, sauf qu'on ne contrôle pas ce qu'il faut contrôler parce qu'on sait où est le mal, il faut tout faire pour l'éviter. Je pense qu'il faudrait que nos lois soient renforcées par nous-mêmes, nous les Guinéens, afin que les autochtones, il faut le dire, il n'y a pas peur de dire les Guinéens. Et je rappelle que même s'il y a un contrôle, Jibril, permettez que je place ceci, même s'il y a peut-être c'est un semblant de contrôle qu'on fait, parce que le plus souvent on arrive à mettre main sur ces personnes, sur les personnes qui sont coupables en tout cas de ces trafics, mais par la suite ces personnes se retrouvent dehors. C'est un semblant de contrôle qu'on fait. Il y a une certaine facilité que tout de suite quand un étranger est arrêté, qu'une responsabilité, aucun ministre se présente là, juste peut-être parce qu'il y a quelque chose autour, il y a un gain là-dedans. Et je pense qu'il ne faut pas se réjouir du fait que la Guinée ne soit pas le seul pays dans lequel ces trafics se font. Si nous sommes dans de telles pratiques, je pense que le temps sera encore long pour qu'on puisse bénéficier de certains avantages. Voilà, je ne suis pas député de l'UFDG. Je vais vous laisser continuer. Je vais dire la suite. Qui l'a dit Oui, c'est Mouktar. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez Mouktar? Il est en train de péter un câble. Je ne crois pas, à mon avis. Oui, non. Explique-toi. En fait, je pense qu'il n'est pas le premier à le dire. D'ailleurs, en tout cas concernant... C'est trop facile. C'est important, laissez-moi apporter cette précision. On appelle ça de l'opportunité. Je pense que franchement c'est pas bien. Dans un instant nous allons avoir le porte-parole de l'opposition républicaine, M. Aboubacar Silla, qui est aussi allé dans cette alliance avec l'UFDG, et alliance qui lui a permis aujourd'hui de se retrouver à l'Assemblée nationale. Aboubacar Silla, certainement il va le confirmer, il a été l'un des premiers à dire qu'il n'est pas député de l'UFDG. Il a été élu, bien entendu, sous la bannière de l'UFDG. Mais je ne sais pas. Je pense que voilà, pour le compte de l'UFDG, je pense qu'il faut tenir compte des accords, de leur teneur, de leur contenu. C'est important. Et je pense que Mouktar ne se démarque pas outre mesure. Mouktar va dans le même sens. Il a été élu sous la bannière de l'UFDG, mais il reste... Les alliances, il faut le préciser, je pense que les alliances sont différentes des fusions. Le parti ne s'est pas fondu dans l'UFDG. Je pense qu'ils sont partis en alliance. Il ne devient pas député de l'UFDG. Il est parti sous la bannière de l'UFDG, mais je pense que son parti est tout à fait autonome jusqu'à présent, à ce que je sache. Il s'agit, à mon avis, d'une fusion déguisée. Parce que l'UFC et le NFD, c'est des partis qui sont pour moi comme des figurines sur un papier de musique. Mon Dieu. Non, je le dis. Franchement, non, je suis pas méchant. Les grandes C'est des partis télécentriques. Donnez-moi le poids électoral de l'UFC. Donnez-moi le poids électoral de NFD. La question Donnez-moi le poids électoral de ces deux partis. Mais la question... Honnêtement. La question... Écoutez, ce je dont pense on que parle... les deux partis pris individuellement ne peuvent pas avoir bien évidemment un député à l'Assemblée nationale. Oui, c'est tout. Les élections. Donc
Donc c'était en quelque sorte une fusion forcée, mais qui est passée sous l'apparence, bien évidemment, d'une alliance. Donc il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il s'agit d'une alliance électorale. Il y a des partis qui ont compris qu'ils n'avaient aucune ambition réelle de remporter un siège, qui ont complètement fusionné au sein du RPG. Il y a des partis qui l'ont fait. Ouais. Ceux qui n'ont pas accepté de le faire ont encore de l'espoir, malgré que ces partis n'aient pas le même poids que d'autres grands baobabs comme l'UFDG. Mais il n'y a pas eu fusion, c'est une alliance électorale. Vous vous donnez la main sur un idéal et vous faites de petits accords à l'interne et vous allez en guerre. C'est comme ça que ça se passe. Jean-Marc Teliano a fait la même chose. Est-ce qu'il est devenu pour autant député de l'UFDG? C'est la question que je me pose. Donc il s'agit d'alliance électorale. Sérieux quand même. Oui, on est sérieux. C'est pas une fusion. La fusion, vous perdez complètement votre identité. La fusion, vous perdez votre identité. Vous mélangez un tout petit peu. Je ne mélange pas. Il mélange le pinceau. Je pense qu'il a un penchant pour Jean-Marc Teliano. Vous avez pris l'exemple. Vous avez pris l'exemple Tabakassi. Pas du tout. Vous aimez cataloguer les gens aussi rapidement. Pas du tout. Pardon. C'est moi qui comprends. C'est les grandes gueules. Allez-y. Mais moi je comprends comme ça. Je conçois les choses comme ça. Et c'est mal. Oui, c'est mon point de vue. Bien. Il a un penchant pour Jean-Marc Teliano. C'est pas du tout mauvais. J'ai un penchant pour la vérité. J'ai un penchant pour les faits. Allez-y, Abaka. Allez-y. Ce qu'il faut dire à Moussa, je pense que c'est un peu différent. L'UFC et les NFD sont partis dans un accord à caractère électoral avec l'UFDG. Mais ce n'était pas le cas avec le RDIG. Le RDIG dans un accord politique global pour interagir ensemble pour aller vers ces élections législatives. Mais ce n'était pas une alliance électorale. Je pense que la démarcation est extrêmement importante. Allez-y, Tamba. Pour l'UFC et pour le NFD, il faut le dire, il s'agit d'une alliance où chacune des parties avait sa part à apporter. Donc, il ne faudrait pas que l'on souffre de savoir que Abakar Silla ou Mokhtar Diallo se réclament de leur parti. Il faudrait que chacun puisse le supporter comme ça parce que les partis sont restés ce qu'ils étaient au début. Il n'y a que des efforts qu'on a voulu apporter pour pouvoir obtenir des voix. Je pense que tout le débat tient à cela. Je pense que c'est un peu là. Je pense que, Lamine, avec votre permission, je pense que ces deux partis étaient forcés de sceller une alliance. Pas du tout. Non, ils étaient forcés. Mais non, dis-moi. Si, ils étaient forcés. Non, mais ils étaient forcés, Lamine. C'est normal, Ils étaient forcés. Vous dites que ce sont des partis qui ne se sont pas fondus dans les grands baobabs que sont l'UFDG, l'UFR ou encore... Vous dites que c'était forcé. Oui, mais c'était forcé parce que tout simplement... Il n'y a aucun mal à ça. Non, attendez. Pour exister, les deux partis ont besoin de s'acoquiner au grand baobab. Le débat n'est pas là. Je dis ce que je pense. Bien évidemment, toute prise de position n'est qu'une affaire de conviction personnelle. Absolument. Moi, je dis chacun à partir du moment où ils se sont accoquinés au grand baobab, ils ont du mal, bien évidemment, à exprimer leur véritable identité au sein de l'UFDG. Moi, je pense qu'en ce bas monde, il faut le reconnaître, tout le monde n'est pas grand d'un seul coup. Il y a des moments où certains sont grands. Il n'y a pas de mal à s'approcher de ces grands pour maintenir son identité, pourvu qu'on ne perde pas cette identité-là, qu'on sache ce qu'on veut. Je pense que c'est ce que ces deux partis ont fait, notamment l'UFC et les NFD. Je ne pense pas que ce soit... La question n'est pas qu'un parti soit petit ou bien qu'il ne compte pas. C'est que c'est une alliance politique qui a été scellée là. Je pense que c'est ça la question. Allez-y, Moussa. Juste pour dire que ça revient toujours à la même chose. Il n'y a pas eu fusion. Les partis gardent leur identité. Il y a eu des accords à l'interne, ce qui permet au RDIG, à l'UFC et au NFD de rester des partis à part entière. Dans la politique, c'est un jeu d'intérêt. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous mesurez vos forces, vous mesurez votre poids et vous jugez de l'opportunité qu'il y a d'aller avec tel ou tel autre parti. Nous sommes en politique, le sentiment ne prime pas. Eh bien oui, c'est bien dit. Allez, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Dans un instant, sur notre antenne, nous allons recevoir, notre invité qui s'installe déjà dans ce studio. C'est bien sûr Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. On va l'écouter dans un instant sur cette antenne. Oui, et aussi, on s'intéresse à cette opposition. L'opposition guinéenne veut exiger le respect de l'accord politique global interguinéen du 3 juillet 2013. Elle va donc adresser un courrier au gouvernement pour la mise en place d'un cadre de concertation. Par ailleurs, elle compte bien introduire un projet de résolution à l'Assemblée nationale. Que peut-elle espérer de cette démarche? Faut-il prendre un raidissement du climat politique, entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Nous allons joindre dans un instant sur notre antenne, sans tarder donc, Monsieur Aboubakar Silla, Mohamed Diaby, c'est comme vous voulez. Nous allons l'appeler qui va intervenir dans notre émission. Aussi, on nous apprend un groupe de jeunes, pas contents de la façon dont le pays est géré, décide d'entrer en politique pour changer la donne. Fil d'Ariane de son combat, lutte contre les antivaleurs et participation à l'effort de réconciliation nationale. Comment compte-t-il s'y prendre? La question est posée ce matin chez les GG. Monsieur Gabati Doré, secrétaire général du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, donc il va intervenir dans notre émission dans la deuxième partie. Notre invité peut s'installer, il n'y a aucun problème. Là-dessus, donc Monsieur Khalifa Gassama Diaby. Il faut rappeler aussi aux auditeurs, vous pouvez intervenir en nous envoyant des SMS à ce numéro de téléphone qui s'affiche juste derrière moi, GG au 8037, ou bien vous le faites maintenant à l'antenne, il n'y a aucun souci. On va s'intéresser à vos SMS si tout va bien d'ici la fin de l'émission. Encore une fois, merci de rejoindre cette équipe à Bakadialo. Nous avons déjà notre invité. Bien avant de s'intéresser à M. Gassama, on va s'intéresser à cette opposition qui doit normalement adresser un courrier au gouvernement. C'est cela, hein? Oui, il est dit que le gouvernement est plutôt, cette opposition est bien décidée à se faire entendre à travers des manifestations. C'est vrai que il est loin de nous ce spectre, et je pense que on l'espère, mais c'est pourquoi nous avons posé la question: est-ce qu'il faut craindre à l'issue des démarches qui vont être entreprises par cette opposition, à travers le courrier qui va être adressé au gouvernement et à travers le projet de résolution qui sera introduit à l'Assemblée nationale pour exiger le respect des accords de l'accord politique global interguinéen du 3 juillet? Est-ce qu'au terme de cette démarche, est-ce qu'il faut craindre un raidissement du climat politique en Guinée? C'est une question assez importante, parce qu'il y a encore dans la tête de tous les Guinéens l'image de ces manifestations, de ces morts, de ces journées villes mortes donc en République de Guinée. On ne voudrait plus retomber dans le même panneau, et je pense que cette opposition va user de toutes les voies constitutionnelles pour exiger le respect de cet accord global du 3 juillet. Nous avons notre invité, M. Moussa Moïsila, dans ce studio. M. Diaby, bonjour. M. Diaby, et bienvenue dans cette émission. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, bonjour. Bonjour. Alors, nous savons très bien que nous sommes actuellement à une petite évaluation, 100 jours de gestion. C'est un peu la pratique à laquelle se livrent beaucoup de ministres. Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de votre ministère? Qu'est-ce qui a été fait réellement? Merci. Écoutez, je sais pas, moi je suis un peu sceptique avec cette tradition des 100 jours. Sceptique pourquoi, monsieur le ministre? Parce que c'est une tradition médiatique qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Enfin, la question est légitime. Mais 100 jours, pourquoi gouverner de savoir ce qui est fait par les gouvernants? Tout à fait, mais pourquoi pas une semaine ou un mois? Pourquoi 100 jours, 150 jours? Je crois qu'il est tout à fait légitime à chaque fois de demander à ceux qui ont des responsabilités de rendre des comptes. Mais je suis très réservé, moi, avec le mimétisme médiatique qui vient d'ailleurs. Le dites-vous parce que tout simplement, il n'y a rien dans la corbeille, on ne peut rien retenir comme point vert durant votre prise de fonction? Vous pouvez le voir comme ça, mais vous pouvez aussi le prendre comme étant une opinion d'abord sur une pratique qui, je le dis, puisqu'on sait très bien d'où elle vient, cette pratique. Je dis que vous avez le droit de poser des questions à un ministre pour lui demander ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais je me demande pourquoi 100 jours, pourquoi pas une semaine, pourquoi pas 14 mois. La tradition doit se poursuivre. Voilà, on ne l'a pas fait au quotidien avec vous, mais on suppose qu'il y a eu certainement beaucoup de choses, beaucoup de jalons posés de votre côté. On sait qu'il y a eu beaucoup de voyages. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu acquérir au cours de ces déplacements au ministère des Droits de l'Homme? Écoutez, comme je le dis toujours concernant
la politique de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays, il faut toujours partir de la réalité, du contexte, pour savoir exactement ce qui a été fait, ce qui doit être fait. Nous avons en Guinée une situation par rapport aux droits de l'homme qui est extrêmement difficile, puisque nous avons un problème réel de droits de l'homme qui est d'abord un problème culturel et social, avant d'être un problème institutionnel et politique. Alors, je peux vous assurer que face à ce problème-là, faire un bilan tous les 100 jours, et évidemment, je peux venir vous annoncer des dispositions qui ont été prises, je peux vous annoncer la mise en place d'un comité interministériel sur la rédaction des rapports devant ce qu'on appelle les organes de traité. Ça fait 30 ans que la Guinée n'a pas mis en place ce comité. Il n'y a jamais eu dans notre pays un tel comité, alors qu'il y a une mission absolument essentielle. Lorsque vous adhérez à des engagements, vous prenez des engagements internationaux, il y a ce qu'on appelle auprès de chaque traité des organes de traité devant lesquels tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, doivent faire ce qu'on appelle des rapports périodiques. La Guinée n'a jamais fait ces rapports parce que ce comité interministériel n'a jamais existé dans notre pays. Il a existé une seule ou deux fois, c'était de manière ad hoc. Ce sont des comités spécifiques qui ont été créés pour rédiger, notamment lors de l'EPU en 2010. Donc, vous le savez, il y a 2 mois, nous avons élaboré un plan d'action annuel du département, dans lequel il y a un certain nombre de projets ambitieux. Ces projets ambitieux, nous avons un certain nombre d'accompagnements de nos partenaires pour nous soutenir dans la réalisation de ces projets. Nous sommes en cours. Moi, alors, sur le plan plus concret, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je rentre d'une mission des Nations Unies à Genève, au cours de laquelle une résolution d'accompagnement technique de notre pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme a été adoptée à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme. Si vous voulez, on peut rentrer dans... Alors, je revenais à ce plan d'action annuel que vous avez élaboré, et si je m'abuse, c'est un plan d'action qui se décline en 14 points. Alors, par rapport à cette tradition médiatique, où en êtes-vous dans la mise en œuvre concrète de ce plan d'action annuel? Alors, prenez les principaux points de ce plan d'action. Le premier, c'est l'organisation des États généraux des droits humains en Guinée, c'est-à-dire une rencontre au cours de laquelle tous les acteurs en matière de droits de l'homme, la société civile, nos partenaires extérieurs, les experts, l'université, comme on appelle les syndicats, le corps des magistrats, se retrouveront pour porter un regard global sur les questions de droits de l'homme dans notre pays, pour ne pas tomber dans le piège d'une vision absolument civile et politique des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas simplement de droits civils et politiques. Ces États généraux, ça s'organise. C'est un travail, d'abord, il faut préparer l'organisation de ces États généraux. C'est le premier point. Le deuxième, c'est l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles. Ce sera pour les rentrées prochaines. C'est un travail colossal qui doit être mis en place. Il faut faire des ouvrages, il faut former les enseignants qui vont donner des cours dans les écoles. Ça ne se fait pas en 100 jours. Il faut le préparer. D'ailleurs, c'est si colossal que notre ambition était de le faire pour les rentrées prochaines qui arrivent. En fait, on ne pourra pas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de prendre dans chaque préfecture ou alors les 4 régions administratives des écoles d'expérimentation, former des enseignants qui vont d'abord faire cela dans ces écoles et puis voir exactement ce qui marche pour pouvoir l'agrandir. Voilà. Il y a aussi la mise en place des observatoires. Ces observatoires sont en train d'être préparés pour être mis en place, notamment celui sur l'impunité, celui sur la violence faite aux femmes et puis celui sur les détentions arbitraires. Là aussi, les prises de contact ont été effectuées avec les différents partenaires. Vous savez, moi je ne suis pas un boutiquier pour annoncer chaque matin ce que j'ai fait en matière de droits de l'homme. Ce que nous pouvons faire dans ce pays, si nous voulons faire un travail sérieux, c'est de travailler sur les profondeurs, sur les structures de fond. Mais vous savez très bien qu'on attend aussi sur ce point, monsieur. Oui, mais après... Ce département, je veux dire, c'est une première en Guinée. Ça, vous le savez très bien. Parce que c'est une première. Voilà. Mon travail... On a envie de comprendre. Quand vous dites que vous n'êtes pas un boutiquier à annoncer le matin ce que vous devez faire. Et il est différent des autres ministres. De certains ministres, il a été reconduit. Voilà.
il y a un C'est pas une précédent. reconduction, on s'en fout par Non, rapport mais à c'est la reconduction. important. Mais non, Moussa. Il y a de nouveaux ministres comme Domani Doré qui ne faisaient pas partie du premier gouvernement. Quand on demande à ces ministres 100 jours, il peut y avoir quelques petites difficultés. Mais M. Gassama Diaby a commencé un travail. Mais non. Non, mais c'est important de le signaler. C'est vrai que le droit de l'homme, c'est pas assez comptable. C'est une première quand même. C'est une première, je félicite cela. Ouais. C'est vrai que c'est pas une espèce sonnante qu'on peut voir tout cela. J'ai fait libérer 4 prisonniers, j'ai permis, mais ce travail de profondeur qui est fait, concrètement sur le terrain, quel résultat? C'est ce qu'on a envie de comprendre. Eh bien justement, voilà. Si vous me permettez, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il ne me semble pas décent, il ne me semble pas tout à fait utile de les dire. Ouais. Lorsque vous participez, lorsque vous participez à la libération de certaines personnes qui sont détenues de façon arbitraire, quelle que c'est qu'une détention arbitraire, c'est lorsque vous détenez quelqu'un en dehors des procédures légales. Ce ne sont pas, pour moi, l'enjeu est si colossal que ces acquis ne me semblent pas suffisants pour annoncer comme étant quelque chose d'essentiel. C'est mal également le gouvernement auquel vous appartenez. Solidarité gouvernementale oblige. En parlant de libération de personnes détenues de façon illégale, on en parlait hier, la Ligido et la fraternité des prisons de Guinée qui sont venus vous voir par rapport à 5 officiers détenus à la maison centrale depuis 30 mois, alors qu'en parlant réellement des faits qui leur sont reprochés, ils ne devraient pas passer tout ce temps. Certainement, vous êtes au bain du dossier. À quel niveau est-ce qu'on en est, monsieur le ministre? Écoutez, j'ai été saisi de ce dossier, je me suis exprimé là-dessus et j'ai fait ce que la loi me permet de faire en fonction de mes attributions. Quand j'ai reçu ce dossier, j'ai écrit au ministre de la Justice une lettre dans laquelle j'ai rappelé les dispositions de nos lois. Je le dis de la façon la plus nette, la plus claire. Lorsque vous détenez quelqu'un en dehors des prescriptions légales, c'est une détention arbitraire. Aujourd'hui, ces détenus sont détenus en dehors de la loi et si nous étions dans un état de droit, ils devraient être libérés. Ils ne devraient même pas être jugés à partir du moment où la procédure légale n'est pas respectée. Aucun juge ne devrait pouvoir juger ces gens puisque l'État a failli au droit. Attendez, je vais jusqu'au bout parce qu'on sait très bien. Allez-y, monsieur Gassama. Allez-y, monsieur Diaby. Voilà. Je dis, ces détenus sont détenus de façon illégale. Lorsque l'État adopte des dispositions légales et qu'il ne se donne pas les moyens de les respecter, c'est l'État qui met la société en insécurité. L'État doit se donner les moyens de respecter ce que les codes prescrivent. Lorsque vous détenez quelqu'un, alors que le délai de détention provisoire est défini dans nos codes, l'État a l'obligation de les respecter. Lorsque l'État ne les respecte pas, ces 5 personnes sont détenus de façon illégale. Si nous étions dans un état de droit, ils seraient libérés. Je rajoute ceci. Il faut simplement dire, puisque ces 5 personnes sont célèbres, il y a des Guinéens anonymes, de nombreux Guinéens anonymes qui sont détenus de façon illégale et qu'il ne faudrait pas qu'on réduise la problématique de détention illégale, c'est-à-dire les gens qui sont détenus sans voir les juges, les gens qui sont détenus en dehors du délai légal, il y en a partout en Guinée. Cela doit cesser parce que cela est absolument contraire au principe de l'État de droit. Ça se voit bien, monsieur le ministre, ça se voit bien que vous pleurez comme tout autre Guinéen. On peut même dire que vous levez les bras au ciel ce matin. J'ai envie de poser cette question finalement. Êtes-vous capable de mener à bon port ces changements, ces améliorations au niveau des droits de l'homme en Guinée? Écoutez, si le travail était facile, ça se saurait. Je ferai ce que je peux. Lorsque je me sentirai incapable de le mener, j'en tirerai les conséquences. Alors, vous dites, ça doit cesser. C'est devenu pratiquement une antienne chez vous. Alors, qu'est-ce qui doit cesser? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous avez écrit, par exemple, au ministre de la Justice, qui assure, bien évidemment, le respect de nos lois? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu dans une sorte de résignation fataliste déguisée.
Alors, je sais que vous aimez beaucoup les mots, mais il faut quand même faire un peu attention. Je vous disais tout à l'heure que j'ai écrit au ministre de la Justice. Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Ah oui. Bon. Moi-même, j'ai l'obligation de travailler dans le cadre de mes attributions. Toutes les révolutions commencent par les mots. Si je pouvais faire mieux, je le ferais. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Mais mon travail, c'est aussi de participer à cette éducation publique en disant d'abord, il faut d'abord que dans ce pays, on accepte de dire ce qui ne va pas. Et que le travail matériel sur le terrain, c'est un travail qui sera fait. Quand je suis saisi d'un tel dossier, je saisis le ministre de la Justice. Ce que j'ai fait, et j'ai reçu d'ailleurs le lendemain les mêmes ONG dans mon bureau à qui j'ai rendu compte des démarches qui ont été menées. Aujourd'hui même, je reçois un autre jeune de nos compatriotes qui vient du Zaïre, qui a été spolié de son bien à Dixine. Okay. La même chose, je saisis les ministres qui ont ce qu'on appelle le pouvoir de réglementation et de changement pratique sur ces dossiers. On peut par contre reprocher à ce ministère le fait peut-être de ne pas avoir cette possibilité d'action directe sur les choses. Je peux vous assurer que si cela m'avait été donné, j'en userais avec toute la rigueur on ne peut pas dire que ce ministère ne se bouge pas, mais on peut dire que ce ministère n'a aucun moyen coercitif d'exécution de toutes les bonnes volontés dont vous venez de nous parler ce matin. Mais est-ce qu'il y a de l'assurance? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui violent premièrement ces droits de l'homme, c'est ceux qui sont vraiment là pour appliquer les lois, pour les respecter. Je veux parler de l'État, je veux parler de nos différentes institutions. Et cela ramène à la question de comment est-ce que la Guinée est perçue à l'étranger dans ce secteur, dans ce milieu des droits de l'homme. Quand vous avez voyagé... Récemment, il était du côté de Genève. Voilà. Vous avez participé donc à la 25e session du Conseil des droits de l'homme. Au cours de ce conseil, un rapport a été présenté sur la Guinée et une résolution donc sur notre pays. Tout à fait. Et il faut dire que, si vous me permettez, sur l'absence, effectivement, la possibilité, l'impossibilité pour ce département de prendre des décisions d'exécution, vous avez raison, c'est une forme de frustration, mais je dis même en soi, ce département est une espèce d'anomalie. C'est une anomalie institutionnelle et je le vis tous les jours. Quand vous êtes ministre des droits de l'homme dans une équipe gouvernementale, vous avez le premier penchant naturel, c'est la solidarité. Et j'aimerais bien être dans cette logique infaillible de solidarité. Ouais. Mais on ne peut pas être solidaire dans l'illégalité. Lorsque l'État ne respecte pas la loi, un ministre des droits de l'homme a le choix entre la solidarité de face et au moins le devoir moral, dans l'impossibilité de prendre des actes, au moins le devoir moral de dire, en tant que ministre des droits de l'homme, l'État ici n'a pas respecté son devoir. Je rappelle que c'est l'État qui est débiteur en matière de droits de l'homme dans une société. Même lorsque deux personnes privées agissent et violent les droits de l'homme, les autres citoyens sont en droit de se retourner contre l'État pour leur garantir cet environnement de droits de l'homme. À Genève, effectivement, il y a eu d'abord un rapport qui a été présenté sur la Guinée, un rapport de 2013 qui a été présenté, mais je crois que le diagnostic sur les questions des droits de l'homme dans notre pays est un diagnostic qui est posé par tous les observateurs et par les ONG. Il y a le reproche le plus classique, le plus récurrent qui nous est fait par les institutions internationales, mais aussi par les ONG internes ou externes, c'est l'impunité. C'est le fait que dans nos pays, il y ait des violations des droits de l'homme, ou des pays dans lesquels il y a une culture démocratique insuffisante, où il y a une incapacité de l'État, mais une incapacité qui est héritée aussi de la fragilité de l'État. Ça existe, mais les droits de l'homme, c'est surtout une politique d'effort constant. Donc notre question, ce n'est pas de dire est-ce qu'il y a des violations des droits de l'homme en Guinée? Tout le monde connaît la réponse. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour montrer
et à nos compatriotes et vis-à-vis des engagements internationaux que nous sommes en train de travailler pour améliorer la situation, c'est rendre justice aux victimes, les gens qui ont vu leurs droits violés par des actes illégaux. Donc, aux yeux des institutions internationales, nous devons encore accentuer nos efforts en matière de lutte contre l'impunité. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que le travail reste à faire. C'est le reproche essentiel. Évidemment, il y a des dossiers, il y a des cas emblématiques qui sont tout le temps dans nos rapports, notamment c'est le 28 septembre, mais aussi les événements de la forêt, et puis un certain nombre de violences qui ont eu lieu dans nos pays, qui n'ont pas eu de suite judiciaire concrète, et ça on nous le reproche. Mais je vous conseille aussi d'aller lire la résolution que le Conseil a adoptée. Mais que dit cette résolution, effectivement, qui a été adoptée sur la Guinée? À l'unanimité de tous les membres du Conseil des droits de l'homme. Je veux quand même, permettez-moi de vous dire que cette résolution non seulement a appelé officiellement la communauté internationale à soutenir les actions du ministère des droits de l'homme, et cette résolution a reconnu les efforts de ce ministère dans le cadre de l'amélioration des questions de droits de l'homme dans notre pays. Bon, mais la résolution a aussi demandé à l'État de garantir notamment la sécurité des juges qui sont en train de travailler sur les dossiers du 28 septembre et de faire en sorte que ce dossier avance vite, mais on demande aussi la lutte effective et efficace contre l'impunité. Il y a tout un tas d'aspects dans cette résolution qu'il faut lire et commenter. Est-ce qu'elle vous conforte, cette résolution, dans votre combat? Écoutez, à moitié, puisque évidemment il y a des aspects négatifs dedans. On nous reproche encore à notre pays des efforts insuffisants dans certains domaines. Ces efforts doivent être accentués pour aller de l'avant en matière de droits de l'homme. Moussa Moïse avait un rapport, par exemple, hier. Le Millennium Challenge Corporation, c'est quand même une association une initiative africaine qui permet à certains pays africains de bénéficier d'énormément, de bénéficier d'assistance. Le Ghana, le Niger, il y a des pays qui ont connu des guerres, donc de graves violations des droits de l'homme, qui sont éligibles à ce Millennium Challenge. Pas la Guinée. Au niveau, il y a des critères de notation. Au niveau des droits de l'homme, c'est pas du tout reluisant. Nous sommes très bas du point de vue. Nous sommes rouges d'ailleurs. Et on a envie de comprendre. Si vous menez des actions et qu'on ne vous écoute pas, la conclusion que moi je dis, c'est que votre ministère, malgré, je sais que vous faites des efforts, est une sorte de caution à ce que l'État fait en matière de violation des droits de l'homme. Vous ne vous posez pas deux fois cette question? Écoutez, en politique, on est toujours une caution pour quelqu'un ou pour quelque chose. Est-ce que cette question, tout le monde a le droit de se poser une telle question? Mais caution pourquoi et pour qui? Moi, je vous dis que ce département est une espèce d'anomalie dans une structure gouvernementale. Si les juges guinéens, si la justice guinéenne avait tous les moyens pour travailler, si vous avez une idée du budget qui est accordé à l'institution judiciaire, si vous voyez les conditions dans lesquelles les juges travaillent, mais aussi, à côté de cela, la responsabilisation de ces juges lorsqu'ils n'agissent pas dans le respect de la loi. Si tout cela était respecté, on n'a pas besoin d'un ministère des droits de l'homme. Maintenant, il y a ce ministère, le chef de l'État a décidé de créer ce ministère parce qu'il reconnaît lui-même qu'il y a des problèmes de droits de l'homme dans notre pays. Maintenant, ces rapports qui notent des pays, je vais vous dire deux choses. Nous avons des réels problèmes des droits de l'homme dans notre pays. Mais la perception extérieure, l'analyse des questions des droits de l'homme dans des pays, c'est aussi une perception relative. Il y a des pays africains, des pays de la sous-région où il se passe des choses qui ne se passent pas en Guinée. Il y a des choses qui se passent en Guinée qui ne se passent pas dans ces pays. Moi, je ne travaille pas pour ces institutions. Je ne travaille pas pour qu'on nous applaudisse de l'extérieur. L'utilité des droits de l'homme, c'est d'abord pour nos concitoyens, pour que nous ayons dans notre pays une société qui soit une société de justice. Alors qu'il y ait une perception parfois de nous servir, de ne pas être suffisamment
utile ou de ne pas faire ce qu'on veut, c'est une perception humaine. Voilà, Permettez-moi de l'avoir et parfois d'avoir des efforts pour passer au-delà de ces perceptions. Voilà, M. Khalifa Gassama Diaby, un ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, notre invité ce matin. On va essayer d'évoluer un petit peu, Monsieur le ministre. Je sais qu'on va parler de l'impunité à venir, entre autres, des questions d'actualité. Mais vous êtes reconduit dans ce gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, acte 2. Qu'est-ce qui a changé? Parce que si on se réfère un petit peu, je vais dire, à la création de ces départements au départ, c'était pas du tout fameux au départ, parce qu'on vous prenait un petit peu comme l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, la pilule passe avec je vais pas dire les membres du gouvernement, mais qu'est-ce qui a changé finalement depuis que vous êtes reconduit, Monsieur le ministre, personnellement? Qui a changé par rapport à... Dites-nous toujours que vous n'êtes pas du tout solidaire. Vous avez une liberté de temps qui gêne. Toutes les libertés gênent. Le principe des libertés, c'est qu'elles gênent. Et je rappelle que la liberté de ton... Une sorte d'intrus au sein du gouvernement qui ne fait pas... Est-ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui vraiment votre département? À se dire, non, c'est un confrère, on travaille ensemble, si on peut appeler ça, il est dans son rôle. Justement. Je ne sais pas pourquoi moi je serais intrus alors que je suis nommé avec... Non, je sais, je vais répondre, j'y arrive. Mais je ne sais pas pourquoi je serais intrus, je suis nommé avec le même décret du chef de l'État. Bon, maintenant, écoutez... Qu'est-ce qui a changé? Je suis mal placé pour dire ce qui a changé. Mais en tout cas, beaucoup s'interrogent sur la raison d'être de ce département. Moi, je l'ai dit une fois dans cette même émission, que la création de ce ministère est une farce politique, ce que ce ministère a été créé sous l'autel des considérations politiques. On sait que votre raison d'être, c'est la promotion et la protection des droits humains, ce qui n'est pas le cas en Guinée, malgré les efforts louables que vous avez consentis dans ce sens. Mais on est à se demander pourquoi ce ministère existe et que les violations des droits de l'homme continuent. Mais il a répondu à Djibril. Je pense que la question de la mine est assez importante. Avant, il y avait quand même, on a entendu un ministre le dire ouvertement, qu'il faut la solidarité gouvernementale. On a entendu cela, il y a des bruits qui ont couru que M. Gassama n'était pas assez proche de la carte politique jaune et qu'il fallait qu'il fasse la politique du gouvernement. Est-ce que ces mêmes reproches continuent, Monsieur le ministre? Justement. Notamment, à l'époque, il n'était pas ministre, notre actuel ministre de la communication. Il s'en prenait à vous. Exactement. Makanera. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, le chef de l'État a eu l'occasion de le dire, y compris très récemment, ce qui m'importe, c'est la confiance de celui qui m'a nommé. Je dois dire qu'il m'arrive de ne pas être compris. Mais cela est attendu. Et un ministre des droits de l'homme, s'il tombe dans les considérations politiciennes, perd tout crédit, d'autant plus qu'il a un pouvoir limité. Et il a un contexte difficile. Mais la fonction ministérielle est éminemment politique. Oui, vous le savez. Oui, mais ce que je fais de la politique, mais je fais de la politique des droits de l'homme. Oui. Monsieur le ministre, vous avez parlé de beaucoup, vous le disiez tantôt, si on était un état de droit, ça veut dire qu'on n'est pas un état de droit, selon ma façon de comprendre les choses, beaucoup de frustration dans notre pays, ce qui certainement a créé une classe de personnes frustrées qui ont une certaine rancœur parce que justice ne leur a pas été rendue, ce qui a créé cette question de réconciliation nationale. Vous êtes membre, je pense, de cette commission qui a été mise en place. Est-ce que cette question est toujours d'actualité? À ce que je sache, à un moment donné, c'était une priorité pour le chef de l'État. Alors, je ne suis pas membre de la commission, je suis président du comité technique du Fonds de consolidation de la paix qui travaille avec la commission provisoire qui a été mise en place par le chef de l'État pour lui faire un rapport sur la perspective d'une commission pérenne en matière de réconciliation nationale. Vous avez tout à fait raison, nous sommes dans un pays où il y a énormément de frustration, de sentiments d'injustice. Nos concitoyens ou une partie de nos concitoyens ont l'impression de ne pas jouir de leurs droits. Je parle de l'état de droit. Écoutez, je ne sais pas si dans tous les domaines c'est le cas. Je pense qu'il faut porter un regard complexe sur une situation qui peut avoir des différents aspects. Lorsque vous écoutez par exemple les médias,
vous avez tout un tas d'observateurs, y compris extérieurs, qui trouvent qu'en Guinée, la liberté de ton est extrêmement élevée. C'est le seul critère d'ailleurs. Voilà. Que nous avons obtenu dans le Millennium Challenge. Ouais, enfin, il faut donc porter un regard lucide sur un environnement qui a les deux aspects de la démocratie. Nous avons des aspects où il y a des réelles avancées en matière démocratique, nous avons des aspects où il n'y a pas d'avancées en matière démocratique. Pour ce qui est de l'état de droit, je dis que c'est très difficile. Je crois qu'il faut pour être objectif, dans nos pays, il y a quand même des domaines dans lesquels il y a pas de, on peut pas parler d'état de droit quand on peut arrêter des citoyens et qu'on les mette, on les enferme et qu'il n'y ait pas de respect des prescriptions légales par rapport à ces emprisonnements ou ces enfermements. C'est contraire à l'état de droit. Il y a des domaines où on ne respecte pas le principe de l'état de droit et ça, la réconciliation, effectivement, nous avons eu la semaine dernière une réunion avec ce comité technique pour voir avec la commission provisoire qui travaille sur le terrain, qui fait absolument énormément d'efforts sur ces questions-là. Maintenant, il faut aller vite. Il faut, moi, ce que j'ai demandé en tant que point focal politique du Fonds de consolidation de la paix au sein du gouvernement, hier même, j'ai reçu une délégation des Nations Unies qui est venue au nom du groupe Guinée au Fonds de consolidation de la paix pour savoir comment les choses évoluent en matière de réconciliation nationale. Ce que nous attendons, et aujourd'hui j'attends un rapport du secrétariat de ce comité technique pour nous dire exactement qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que la question, le processus ne va pas aussi vite? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui pour accompagner ou soutenir cette commission provisoire en matière de réconciliation nationale qui, à mon sens, est devenue aujourd'hui absolument indispensable et incontournable pour notre pays. Voilà, monsieur le ministre, on va venir dans un instant avec vous. Voilà, entre autres, on va s'intéresser à l'actualité, l'impunité, la violence, les accusations de corruption, entre autres. Et puis, notre deuxième invité aussi sera dans ce studio, dans la deuxième partie. Donc c'est monsieur Yabati Doré, secrétaire général du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Des SMS aussi, beaucoup. On va s'intéresser dessus un peu plus tard, dans la deuxième partie de l'émission. Tout ceci, c'est dans moins de 10 minutes sur Espace TV. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Il est l'avenir, il est la voix sûre de la musique urbaine. Celui que l'on considère aujourd'hui comme le porte-flambeau de la world music. Pose sa valise sur Radio Espace. Auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur. Alpha Baba. Alpha Baba inonde Espace pour une semaine explosive. Avant la sortie de son album avec des featuring inattendus. Toute la semaine, Radio Espace, Espace TV se mettent en mode Alpha Baba. Découvrez le talent hors pair de ce musicien, hors du commun à travers ses tubes. Alpha, c'est juste le commencement. Le Baba reste à venir. Tiens-toi prêt sur Radio Espace. Guette l'antenne et chope en live son single. Semaine spéciale Alpha Baba, c'est exclusivement sur Radio Espace, la plus urbaine des radios. Adafo Média. Adafo Média. Le futur. Vivons-le ensemble. Encore ensemble pour une demi-heure sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. On va essayer de faire lecture de quelques SMS en direct. Beaucoup de messages ce matin. Dites au ministre Gassama qu'il va se fatiguer simplement parce que son premier ministre parle plus de religion que du respect des droits de l'homme. Eh bien, ce même auditeur qui enchaîne, voilà, le ministre Gassama doit s'estimer heureux. Il a fait tout ce qu'il peut dans ce combat, mais il est seul dans le bateau d'Alpha Condé pour défendre le droit de l'homme. Courage, mon frère. C'est un auditeur donc qui nous envoie ce message. On doit continuer avec ce tout message. Lamine, oui, c'est Mas qui nous envoie ce message. On devrait jubiler et dire ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour donner plus de force à ce département. Monsieur Gassama est limité dans son élan et sa volonté de mettre en pratique des idées magnifiques. Dommage pour la Guinée. Donc c'est Mas Production qui nous envoie ce message. Notre Laï Junior Condé qui revient dans la balance. Bravo Gassama avec le ministère de la Justice.
persévérer sur le respect des droits fondamentaux pour que vive mieux la génération montante. Tu as mon soutien. Donc c'est là Junior Condé qui nous envoie tout message. Oui, lui il dit, on dit jeu politique comme tout principe de jeu, il faut qu'on se trompe plus que... Allez, notre grand honorable Cheikh, j'ai pas compris le message, hein, vraiment, vous pouvez peut-être envoyer le message, il n'y a aucun problème. Sur le siège de NFT, il n'est pas marqué section l'UFDG, c'est Tarn donc qui nous envoie ce message. Nous allons continuer avec ce tout message de dernier d'ailleurs, avant de donner l'antenne, hein, voilà, à ces millions de lutteurs qui nous écoutent en ce moment, et en même temps qui nous envoient des SMS. Bonjour, je vous jure qu'il y a beaucoup de sociétés écrans en Guinée, il y a pire que cette société, l'histoire de cornes. Voilà, en plus, quand ça vient de là-haut, eh bien, ça nous intéresse tous là. Vous avez droit, vous allez vous exprimer sur cette antenne, c'est important. Voilà, il va se reconnaître, il n'y a pas de problème. Allez, on va continuer avec les messages sur le 8037, GG au 8037. Bonjour les GG, vous avez... À mon avis, le ministre Gassama est le meilleur ministre de la République. Eh bien voilà, ce auditeur n'a pas marqué le nom. Donc, bonjour le GG, je m'appelle Abdul Gadri Diallo, depuis Koya. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bonjour Lamine, posez la question. Monsieur le ministre, comment lui, il voit l'avenir de la justice guinéenne? Monsieur le ministre, pour que les violations de droits de l'homme cessent en Guinée. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Trop de mouvements de jeunes, juste pour la Mamaya. C'est quoi encore ce mouvement qu'Aboubacar Diallo parle? Voilà, je ne vois pas qui a envoyé ce message. Donc ça c'est compliqué. Nous allons continuer l'émission Tamba. Voilà, monsieur le ministre, nous continuons, vous le disiez vous-même. Votre rôle au département des droits de l'homme, c'était de constater la situation des droits de l'homme et d'en faire des rapports. Dites-nous, depuis cette deuxième équipe gouvernementale, est-ce que vos rapports avec la justice, le département de la justice, ont changé? Est-ce qu'il y a du nouveau? Avec le nouveau ministre de la Justice. Oui, Justice. avec le nouveau ministre de la Justice. Ouais, parce que vous avez le même feeling, hein, quelque part. On dit c'est la diaspora, s'entendent bien. Allez, le micro n'est pas au perne, donc voilà, hop, voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci. J'ai un très bon rapport avec le nouveau ministre de la Justice qui doit être soutenu dans son élan et qui croit vraiment à ces valeurs de droits humains, parce que de toute façon, c'est inéluctable pour notre pays. Si on veut sauver ce pays, il faut de la justice pour tous les Guinéens et qu'on puisse être capable de traiter les Guinéens simplement au regard du droit, non pas de nos sentiments ou de nos appartenances, qu'elles soient politiques ou communautaires. Le ministère de la Justice et le ministre de la Justice doivent être soutenus. Nous avons un bon rapport de collaboration et cela, j'espère que cela va peser sur la situation pour un changement positif à venir. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancien ministre Christian Sceaux, parce qu'on disait qu'il y avait conflit de compétences quelque part. À un moment, on a vu des critiques vraiment acerbes entre vous, à se dire que il se prend pour le ministre de la Justice. Aujourd'hui, on peut dire que tout ça là, c'est des mauvais souvenirs. Permettez-moi de faire preuve d'élégance et de ne pas commenter sur un ministre qui n'est plus là. Parce que vous receviez quand même certains citoyens sont brimés dans leurs droits. Tous les jours. Alors... Justement, moi, je pense que en parlant de votre plan d'action, les États généraux des droits de l'homme, je pense que c'est la base fondamentale pour, en tout cas, la mise en exergue de vos actions. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces États généraux soient faits cette année? Tout à fait. Tout à fait, ils seront faits. C'est un travail colossal de préparation, puisque nous commençons d'abord à l'intérieur du pays. Il faut faire des assises dans les régions et les préfectures, et après faire venir les délégués à Conakry qui vont travailler avec toute la société civile, les ONG de défense des droits de l'homme, les syndicats, la magistrature. Il faut porter un regard total et global sur la problématique des droits de l'homme et ressortir la dimension sociale et économique. Les droits de l'homme, c'est aussi combattre la misère, la pauvreté, la lutte contre la corruption et aussi le traitement légal de toutes les situations sociales et économiques. Les droits de l'homme, c'est aussi l'environnement. Veiller à ce que notre écosystème soit protégé, à ce que les politiques d'industrialisation ne soient pas pour nous demain un problème parce qu'on n'aura pas fait attention à l'enjeu environnemental dans notre pays. Les droits de l'homme, c'est aussi évidemment les libertés politiques, les libertés civiles. L'objectif de cet état généraux, c'est de porter une espèce de diagnostic complet et cohérent et puis définir une politique publique sur les 5, 10 ou 15 années à venir sur lesquelles l'État doit s'engager là-dessus. Notre pays
et je le pense profondément, doit avoir comme priorité des priorités la justice, la liberté et l'égalité entre les citoyens, les droits de l'homme. Rien ne pourra aller dans ce pays. Aucune politique de développement. Voilà. Ici, aucune politique de sécurité ne marchera s'il n'y a pas la justice, la liberté, l'égalité, l'ordre, l'autorité de l'État. Mais l'autorité de l'État, ce n'est pas la force brute. L'autorité de l'État, c'est le droit. C'est le fait d'appliquer le droit à tout le monde avec la même vigueur, avec la même rigueur, qui qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir. Si nous faisons cela dans ce pays, on sauvera ce pays. Mais sinon, on risque de réduire le jeu politique à un jeu de personnes, remplacer un communautarisme par un autre, une violence par une autre, un sectarisme par un autre, un système de favoritisme par un autre système de favoritisme, un système de violation des droits de l'homme par un autre système de violation des droits de l'homme. Affaiblir la puissance publique, il faut que l'État retrouve son crédit, sa légitimité, et la seule voie pour cela, c'est appliquer le droit à tout le monde avec la même force, sinon ce pays ne sera pas sauvé. Voilà, allez, on va évoluer avec notre feuille de route. Oui, parlant de violation des droits de l'homme, il y a la question de la torture, qui est quand même une réalité en République de Guinée. Vous participerez prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs, à la session du comité contre la torture à Genève. Dites-nous quelle va être votre présentation à ce comité. Écoutez, comme je l'ai toujours fait, si vous voulez changer une réalité, vous devez d'abord commencer par reconnaître cette réalité. Il y a un rapport, nous avons nous-mêmes au ministère des droits de l'homme un certain nombre de rapports sur des pratiques de torture en Guinée qui très généralement se font en amont avant la prison. Ouais. Nous avons visité des prisons en Guinée, à Conakry et à l'intérieur du pays. Les prisonniers reconnaissent, et quand nous allons dans des prisons, je m'entretiens avec des prisonniers en dehors des gardiens, pour ne pas qu'ils soient influencés. Ils reconnaissent à l'unanimité, globalement, qu'il n'y ait pas de torture en prison. Il y a d'autres problèmes en prison, les conditions de vie, il y a d'autres problèmes. Mais il n'y a pas de pratique de torture. Les pratiques de torture surviennent avant que ces détenus ne soient en prison. Donc dans ce qu'on appelle la chaîne pénale, les gardes à vue et autres, c'est là où ça se passe. Entre autres, vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a une ONG qui a fait un rapport, je vais dire accablant sur la gendarmerie nationale, à dire que c'est une machine à tuer, monsieur le ministre. Donc vous êtes d'accord quelque part? Non, je suis pas d'accord. Elles se sont interrogées. Je suis pas d'accord. J'ai reçu cette ONG. Vous savez, la gendarmerie n'est pas blanche comme neige, monsieur le ministre. Oui, mais entre blanche et être machine, il y a quand même de l'espace. Tout ce qui est excessif est insignifiant. J'ai reçu ces groupes d'ONG. Je dis qu'ils ont noyé leur travail sérieux par une expression, une qualification excessive. La gendarmerie n'est pas claire. La gendarmerie est à critiquer. Les citoyens, y compris et surtout les ONG, ont le droit, et Dieu seul sait que les ONG en Guinée travaillent vraiment sur le terrain. Mais l'expression à cette dernière manifestation en Guinée, monsieur le ministre, ben oui, on peut pas passer à côté. Quand on interroge un petit peu les citoyens, on dit que ce soit la gendarmerie ou la police nationale, ben c'est des machines quelque part qui n'ont pas de tête. Non. Mais si. Alors oui, non. Enfin, vous avez le droit de porter cette appréciation. J'ai dit que j'ai reçu, quand ce rapport est sorti, j'ai reçu ce groupe d'ONG. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces ONG. D'abord, je les ai reprochés parce que la situation de Fria, quand ils étaient à Fria, ils m'appelaient. Je faisais moi-même des interventions à Fria sur certains cas précis à Fria. Je les ai dit qu'ils ont posé des faits qui sont tout à fait vérifiés. Simplement, sur le cas de Fria, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Je dis que la qualification machine à tuer, vous savez, il faut toujours faire preuve de modération quand vous portez un jugement. Je ne suis absolument pas en train de défendre la gendarmerie. Aucune institution dans une démocratie ne doit et ne peut être à l'abri des critiques. Ces ONG font leur travail de critique, on ne doit pas leur empêcher de faire cela. D'ailleurs, le ministère des droits de l'homme a un projet de loi dans les prochaines sessions à venir sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Mais quand vous dites machine à tuer, vous faites preuve d'excès. Et quand c'est excessif, vous passez à côté d'un travail formidable qui avait... Monsieur le ministre, vous savez qu'il y a une école nationale de la gendarmerie. Est-ce que au niveau de la police ici, j'ose croire qu'il y a de la formation.
Est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir que des cours en matière de protection des droits de l'homme sont dispensés dans ces différentes écoles? Parce que ce sont ces personnes qui sont après dispatchées dans ces garnisons et dans ces commissariats de police. Alors, il y avait des formations qui étaient sporadiques. Le ministère des droits de l'homme travaille en ce moment avec le Haut Commissariat des droits de l'homme en Guinée et ces différents départements pour l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme dans ces écoles. Ce qui va être fait, y compris maintenant, cela sera fait et renforcé là-dessus. Mais vous savez, sur les questions de droits de l'homme, pour les solutions, il y a 3 dimensions. Ouais. La première, c'est la formation, la sensibilisation et l'éducation. La deuxième, c'est la sanction. Comme toute éducation, il y a un aspect sanction. Lorsque les gens violent les droits, il faut qu'ils soient sanctionnés comme la loi le dit. La troisième chose, c'est la capacité que l'État a à garantir à tous les citoyens l'effectivité de son autorité. Et que ceux qui agissent au nom de l'État s'estiment aussi être soumis au droit. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour l'État qu'on ne doit pas respecter le droit. L'État de droit, sa valeur, son autorité, c'est que le droit s'applique à tout le monde, y compris l'État et ceux qui agissent au nom de l'État. Donc ces formations sont en train d'être dispensées. On est en train de travailler pour renforcer ces formations, pour que les options, les enseignements de droits de l'homme soient des options principales dans la formation des forces de défense et de sécurité. Il faut continuer cela, ça prend du temps, mais à côté, il faut qu'il y ait des sanctions. Quand il y a des violations, c'est tout à fait regrettable. C'est assez difficile de sanctionner des personnes portant des uniformes, que ce soit au niveau de la gendarmerie, de la police ou de l'armée. Vous savez très bien que quand une telle procédure est engagée, il faut s'attendre à ce que cela soit exécuté au calendrier grec. C'est pas possible dans notre pays. Si on veut sauver ce pays, le crédit de ce pays et l'État, il faut qu'en Guinée, il n'y a personne qui soit à l'abri de la sanction. Voilà, allez, on va essayer d'évoluer maintenant avec, pourquoi pas, l'actualité toujours, hein, mon cher Tamba. Justement, monsieur le ministre, vous suivez forcément l'actualité. On a bien envie de vous renvoyer à cette affaire qui incrimine l'actuel ministre des Travaux publics, où planent certains soupçons de détournement. Il y a des ONG qui se sont saisis de l'affaire et un collectif d'avocats, et forcément, vous avez suivi l'actualité. Quel est le regard que vous, au département, vous y avez porté sur la corruption. La corruption, le détournement de travaux publics. Vous imaginez très bien que je ne porterai pas de jugement sur un cas précis. Et que c'est parce que je ne suis pas juge. Ah ben non, on Attendez. Votre sentiment par rapport à ce sujet? Non, mais en tant que ministre des droits de l'homme, il a un regard sur la question de la corruption dans ce pays. Droit civil. Alors, la question de la corruption, oui. Mais pas sur un cas personnel. Alors, on n'a pas du tout, monsieur le ministre. De façon globale. Mais absolument pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je condamne quelqu'un? J'ai pas de dossier. De façon globale. Les ONG ont porté plainte. Cette plainte a été reçue. Il n'y a aucune instruction qui a été faite jusqu'à présent. Alors, mais là c'est une question différente. Là c'est une question différente. Je dis que les ONG, la loi leur donne la possibilité de porter plainte, et que pour notre pays, ça serait absolument inacceptable, que parce qu'une plainte concernerait un ministre, que la justice ne puisse pas instruire cette plainte. Ça, c'est différent. C'est ça la question. Mais la question, évidemment, je dis, il y a des pratiques de corruption dans notre pays. Si vous voulez qu'on parle du phénomène de corruption, absolument. Moi, je dis que je ne parle pas de cas spécifiques, de cas personnels. Alors, de façon globale, il y a encore des pratiques de clientélisme, des pratiques de corruption. Et la corruption est un cancer et pour la démocratie et pour les droits humains, parce que ce qui va ailleurs, c'est quelque chose qui n'ira pas pour la satisfaction des besoins sociaux, économiques et environnementaux. Donc, moi, en tant que ministre des droits de l'homme, je dis que la lutte contre la corruption doit être une lutte concrète. Et pour cela, quand les ONG soupçonnent un personnage public, y compris moi, et que cela s'adresse à la justice, il faut que les juges aient le courage
de faire leur travail, le travail que la Constitution leur donne. Il faut qu'ils le fassent. Il ne faut pas que les juges s'abritent derrière une hypothétique possibilité d'influence politique ou autre. Il faut que dans notre pays, chacun là où il se trouve assume sa responsabilité. Et nous savons une chose, et qu'on ne se leurre pas. Nos concitoyens le disent tous les jours, pensent qu'il y a encore des pratiques de corruption dans ce pays, et ça, c'est quelque chose d'absolument scandaleux pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Voilà, le ministre des Droits de l'Homme, invité exceptionnel ce matin chez les GG. Nous allons essayer d'évoluer avec notre émission maintenant, avec la petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, c'est pas sa première dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Mon cher Djibril, première question. Oui ou non, monsieur le ministre, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions? Je n'ai pas les moyens, oui. Oui ou non, monsieur le ministre, des juges refuseraient d'agir en tant que juges du fait de l'ombre de l'exécutif sur eux. Oui. Oui, non, monsieur le ministre, en Guinée, le chemin est encore long à franchir dans le cadre du respect des droits de l'homme et de la justice, parce que certaines personnes se sentent encore au-dessus de la loi. C'est oui. Oui, c'est oui. Global, c'est doublement oui, mais ça ne suffit pas à expliquer la longueur du chemin. Vous avez 3 minutes tout de suite là, allez-y Moussa. Oui ou non, notre population carcérale ne fait que croître. Il n'y a pas assez de prisons pour accueillir tout le monde. C'est évidemment oui. Moussa, mon cher. Oui ou non, l'État auquel vous appartenez, le gouvernement auquel vous appartenez, est le premier fossoyeur des droits de l'homme en Guinée? L'État, oui, le gouvernement non, l'État oui. Oui ou non, vous êtes sur un siège éjetable du fait de votre liberté de ton et de votre manque de solidarité parfois? Oui, parce que le pouvoir de nommer est un pouvoir constitutionnel qui appartient au chef de l'État et il a le droit d'en user. Et s'il le faisait, ça serait tout à fait normal, il n'y a pas lieu de critiquer. Lors de la 25e session des droits de l'homme du Conseil des droits de l'homme à Genève, il a été décidé à l'unanimité de soutenir les droits de l'homme en Guinée. Oui ou non, vous allez prendre des initiatives de mener certaines enquêtes par rapport à certains dossiers brûlants et les soumettre les résultats au ministère de la Justice? Oui, ça se fait, ça continue à se faire. Oui ou non, vous êtes rassuré, monsieur le ministre, qu'aucune suite ne sera donnée aux procédures engagées concernant les officiers de l'armée qui sont actuellement en détention arbitraire? Si cela n'était pas fait, ça serait une grave entorse à l'état de droit. Voilà, Tamba, on va demander au ministre plusieurs caméras dans ce studio-là. Seul à regarder, c'est celle-là. Évidemment, Tamba va poser cette question. Alors, monsieur le ministre, oui ou non, il vous arrive d'être impuissant face à la situation de la violation des droits de l'homme en Guinée? S'il m'arrive d'être impuissant face au travail qui vous attend, je prends bien l'expression, il vous arrive d'être impuissant. Oui, il m'arrive de me sentir impuissant. D'accord. Allez, un coup de pouce, Moussa, allez-y. Monsieur le ministre, plusieurs caméras dans ce studio, vous avez cette caméra en face de vous. Nous savons que la question des droits de l'homme est une question assez globale, je dirais transversale, parce que tout le monde doit y concourir. Et quel message vous avez d'abord au niveau, à l'endroit des citoyens, mais également à l'endroit de l'État, des politiques, afin que cette image puisse changer dans notre pays? Ce que je dois dire, et je l'ai dit hier à l'occasion d'une rencontre avec une mission des Nations Unies en Guinée. Notre pays a 2 défis essentiels. Le premier, c'est de construire la puissance publique et la consolider. Parce que l'État, qu'il soit l'acteur direct ou indirect d'une violation des droits de l'homme, reste le principal débiteur en matière de droits de l'homme. Sans État, aucune politique de droits de l'homme ne sera efficiente. Notre pays doit aussi travailler sur la structure sociale, veiller à ce que nous sortions de nos prisons communautaires, veiller à ce que nous sortions des jeux politiciens qui ne font pas avancer ce pays. Ces 2 enjeux, aujourd'hui, l'État doit travailler dans ce sens en faisant en sorte que le peuple trouve
retrouve confiance en l'État, en rétablissant ce rapport de confiance entre les citoyens et la puissance publique. Cette confiance, c'est l'ingrédient essentiel du système démocratique. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de système démocratique. Les institutions, leur légitimité et leur crédibilité, c'est l'essence, le carburant de la démocratie. S'il n'y a pas cela, on sera dans une situation extrêmement compliquée. Il faut que nous comprenions une chose en Guinée. La priorité pour ce pays, c'est la justice. Nous sommes dans un pays de frustration. Un certain nombre de nos compatriotes ont le sentiment d'être exclus. Un certain nombre de nos compatriotes ont le sentiment d'être victimes sans justice. Un certain nombre de nos compatriotes ont le sentiment de ne pas être traités comme les autres. Ces créneaux, ces sentiments de frustration, c'est quelque chose qui est dangereux pour la stabilité sociale et politique dans notre pays. Nous devons travailler à faire en sorte que nos efforts soient constants. Il faut avoir un langage de vérité avec nos concitoyens. Nous n'aurons pas la démocratie demain matin. Nous n'aurons pas tous les droits de l'homme demain matin. Mais nous devons donner les preuves de notre bonne foi. Travailler pour montrer à nos concitoyens que la rupture est là et que désormais, chaque Guinéen doit être traité conformément aux prescriptions légales. Que tous ceux qui vivent en Guinée attendent de l'État, que l'État leur garantisse un environnement de paix, un environnement de traitement égal et juste. Sans cela, aucune politique de développement ne sera durable, aucune politique de développement ne sera efficient, puisque ces politiques de développement, ce sont des politiques qui doivent être faites pour les citoyens. Et pour que les citoyens puissent en jouir, il faut d'abord qu'ils soient dans un état de développement qui soit un développement moral, qui soit positif. Je plaide pour que notre pays retrouve le chemin de la justice, le chemin de l'égalité et de la liberté. Ce travail pour les droits de l'homme est extrêmement difficile, mais c'est notre devoir, nous devons tous travailler dans ce sens-là. Voilà, Monsieur Khalifa Gassama Diaby, mesdames et messieurs, notre invité exceptionnel ce matin. Nous continuons les grandes gueules. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et oui, encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. On va continuer notre émission avec quelques SMS reçus. GG au 8037, beaucoup ce matin à s'intéresser à l'émission Lai Junior qui revient encore dans la balance. Devant quelle juridiction sont jugés les ministres? Voilà, ça c'est une question. Eh ben oui, mais, malheureusement le ministre est parti et il n'y a aucun souci. Donc, commandant Barry, oui, Lai Junior qui a condamné tout le monde d'ailleurs, qui a contaminé tout le monde, on va dire comme ça. Je vous dis que cette ONG fait de l'art, ok, intellectuelle, elle a besoin de financement foutaise. Voilà, je ne vais pas lire ça à l'antenne parce que voilà, c'est trop gros, il n'y a aucun problème. On va continuer avec vous dans un instant. Je vous le disais tantôt, un groupe de jeunes pas contents de la façon dont le pays est géré décide d'entrer en politique pour changer la donne, dit-on. Fil d'Ariane de son combat, Babacar Diallo le dit, lutte contre les antivaleurs et participation à l'effort de réconciliation nationale. Comment compte-t-il s'y prendre? C'est la grosse question que nous posons ce matin. Vous le voyez déjà à l'écran, notre invité c'est bien sûr monsieur Diabati Doré, secrétaire général du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Il est notre invité ce matin, monsieur Diallo Aboubacar. Monsieur Doré, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission, les grandes gueules. Vous êtes président au secrétaire général d'un parti qui rassemble en son sein des jeunes, le RRD, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Dites-nous depuis combien de temps ce parti existe et quel est le mot d'ordre au RRD? Merci beaucoup monsieur Avocat. J'avoue que ce parti a été créé en 2012. Le 28 septembre 2012, et c'est des jeunes qui se sont retrouvés ensemble pour mettre une formation politique, et parce que nous avons constaté dans notre pays aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dérives et que notre avenir est compromis. Donc il est temps pour nous aujourd'hui de se lever et vraiment de bousculer aujourd'hui les vieux qui sont là, parce que rien n'est fait aujourd'hui pour cette jeunesse aujourd'hui qui a tant souffert. Si Sékou Touré, le feu Ahmed Sékou Touré nous a donné l'indépendance et le feu général Lansana Conté nous a donné la démocratie, et je crois qu'il est temps pour nous les jeunes aujourd'hui de se lever pour développer ce pays.
Un parti qui s'ajoute à la longue liste qui existe déjà. Quelle est la différence, quel est le touch que vous allez apporter à cette longue liste de partis en Guinée? Quelle est la différence entre vous et les autres? Écoutez, madame, je pense bien que c'est la première fois qu'un membre du parti RRD passe sur les grandes gueules. Cela veut dire que depuis la création jusqu'à nos jours aujourd'hui, nous étions sur le terrain parce qu'on a vu dans ce pays qu'il faut avoir des milliards ou sacs d'argent aujourd'hui avant de faire la politique. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, depuis la création jusqu'à nos jours, on était là à travailler dans les bases. Même hier, nous étions avec une structure et le dimanche aussi encore parce que la jeunesse a compris aujourd'hui qu'il faut s'ajouter au RRD aujourd'hui pour changer. Donc nous apportons quoi aujourd'hui, comme on appelle la Guinée aussi, parce que nous avons constaté que depuis plusieurs années aujourd'hui, on nous a parlé de la réconciliation, on nous a parlé de l'unité nationale, mais rien n'est fait aujourd'hui parce que les Guinéens se regardent en signe de faïence aujourd'hui. Donc il faut redonner. Et tout développement durable ne peut aller sans l'unité. Mais c'est quoi votre idéologie, monsieur? C'est la question posée par madame. Quand vous parlez de RRD, moi c'est la première fois que j'entends, si vous voulez, ce parti, pour vous rassurer déjà à dire oui, passez dans les grandes rues, parce qu'on s'intéresse à tout le monde. Mais ne vous tapez pas à la poitrine à dire que la jeunesse a compris aujourd'hui que le RRD, je ne sais quoi exactement. C'est quoi votre idéologie? C'est la question posée, monsieur. Notre idéologie aujourd'hui, nous sommes de l'obédience libérale. D'accord. Ça c'est un. De deux, aujourd'hui, nous voulons lutter contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain pour? Merci. Aujourd'hui, le RRD est en train de travailler dans les différentes communes. Et vous n'êtes sans savoir que le samedi passé, quelque part à Conakry ici... Ça serait bien de faire un bilan là-dessus, monsieur Doré, monsieur Doré. Ça serait bien de faire un bilan là-dessus. Oui. Quand vous dites que la semaine dernière, on était sur le terrain, on m'a fait dire aussi, en préparant l'émission, que vous étiez à l'intérieur du pays. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons participé aux élections communales et les élections législatives pendant, en 2013, l'élection législative. Et nous comptons aussi participer avec les résultats. Nous étions sur la liste du PIP. Oui, parti de l'unité du progrès du PIP. Okay. Vous savez que durant le dialogue du palais du peuple, nous sommes venus pour rentrer, pour assister, et les policiers ont dit que nous sommes très jeunes d'abord. Donc nous avons vraiment forcé. Oui, nous avons forcé, nous sommes rentrés. C'est ainsi maintenant que l'âge avocat Solano nous a vus. Il dit que vraiment c'est des jeunes bouillants aujourd'hui, il faut les approcher, il faut les encadrer. Donc je profite à votre micro aujourd'hui vraiment de le remercier, que jusqu'à présent il est là à nous encadrer aujourd'hui pour la lutte politique. Rassemblement pour la renaissance et le développement. Voilà, retenez bien ce nom. Moussa Moïse. Ce que j'ai envie de comprendre, il y a beaucoup de partis appartenant à des jeunes. On veut donner peut-être une sorte de cure de jouvence à la classe politique guinéenne, bousculer un peu les vieux, comme l'expression que tu as utilisée. Mais derrière aussi ces partis de jeunes, il y a des coupables. Il y a des hommes qui tirent la ficelle, qui appartiennent à des partis un peu mieux placés. Dites-nous, est-ce que derrière votre sève nourricière ne provient pas d'un parti déjà bien connu de la... C'est qui le baron? Voilà. Je vous avoue que le RRD n'a pas un baron derrière. Vous avez les numéros. Écoutez. Vous faites de la politique, d'accord, on le sait très bien. C'est langue de bois, oui, bienvenue. Écoutez, il y a un moment, ni le pouvoir, ni l'opposition. Je vous avoue qu'aujourd'hui, nous avons un point rapport avec l'opposition. Vous n'êtes pas des transfuges des partis déjà existants? Pas du tout. Oui. Pas du tout. On a l'impression que vous êtes les déçus du parti au pouvoir et de certains... J'avoue qu'aujourd'hui, nous avons des menaces venant de la mouvance et de ces couturiers. Oui, mais parce que il y a des parents aujourd'hui, nos parents aujourd'hui sont à côté du professeur et qui sont là à nous menacer aujourd'hui. Hier, quand on a créé le parti, et on nous voyait, on dit que voilà, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont rien, ils veulent rien faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a prouvé aux Guinéens aujourd'hui que c'est pas parce qu'il faut avoir des sacs d'argent aujourd'hui pour faire de la politique. C'est vrai. Mais aujourd'hui, quand ils ont compris que vraiment nous avons travaillé sur le terrain et ils commencent maintenant à nous combattre aujourd'hui. Le samedi passé, la jeunesse de Koné a dit que oui, nous sommes derrière le RRD. Donc je suis fier aujourd'hui que la jeunesse... Une partie de la jeunesse de Koné peut-être. Oui, à Conakry ici, parce qu'on les a appelés pour dire qu'il faut créer encore des mouvements aujourd'hui pour soutenir le pouvoir. Mais ils ont dit maintenant que vraiment, trop c'est trop aujourd'hui. Il faut que vraiment la donne sonne maintenant. Et cette donne aujourd'hui va passer forcément par le RRD. Dernière question, allez-y. Voilà, ainsi forcément, vous avez des ambitions. Oui. On a bien envie de les savoir. Est-ce que à court terme, vous vous préparez pour 2015 ou vous avez d'autres ambitions que vous pourriez nous décliner?
Nous allons donner le coup d'envoi pendant les élections communales et communautaires et nous préparons aussi pour les élections présidentielles 2015. Et vous allez voir le candidat. C'est pas forcément que moi qui est le leader aujourd'hui que je sois le candidat. Vous êtes le secrétaire général ou le président? Je suis notre structure, c'est à l'image du PS en France. Donc il y a un secrétaire général qui sert le parti et lors d'un congrès, un primaire, on peut, même le dernier du parti aujourd'hui peut être candidat pendant les élections présidentielles. Voilà, Diabati Doré, notre invité, notre deuxième invité donc dans cette émission ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Ça nous ressemble quand même un petit peu ce matin, langue de bois, s'abstenir. Mais bon, on va essayer de tester ça. Dans un instant, sur Radio Espace, on explique un petit peu les principes, monsieur Doré. Vous avez droit qu'à une seule réponse, soit c'est oui, soit c'est non. Et puis après, derrière, vous allez avoir 3 minutes pour convaincre notre auditoire. Eh bien, c'est téléspectateurs aussi qui vous regardent sur Espace TV. Aboubacar Diallo. Oui ou non, y a-t-il pas risque que vous soyez des pions et manipulables par des gros partis implantés? Oui ou non? Non. Allez, Djibril. Oui ou non, vous n'êtes que des jeunes opportunistes et téléguidés? Pas du tout. Oui ou non, oui ou non, votre parti, il fera partie de tous ces partis, tous ces nombreux partis qui ne feront pas long feu? Pas du tout. Oui ou non, votre parti, le RD, provoque de la friandise, ça fait baver les grosses baleines, les grands partis présents, oui ou non? Non. Ah bon? Vous n'avez pas, compris. Il n'a pas compris la question. Oui ou non, votre parti fait baver de friandises les grands partis qui ont envie de vous happer, de vous avoir avec eux? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas un grand parti aujourd'hui qui va nous vraiment absorber. Voilà. Nous avons une ambition. Vous dites une chose et son contraire, monsieur. Parce que vous avez dit tout à l'heure que le RPG Arc-en-Ciel, vous courez derrière. Non, je n'ai pas dit RPG Arc-en-Ciel. Non, je n'ai pas dénoncé un parti. Vous avez dit la mouvance présidentielle. J'ai dit qu'il y a des grosses calibres aujourd'hui au sein de la mouvance aujourd'hui qui nous fait la guerre. Qui nous fait la guerre. Voilà. Je ne sais pas compris. Vous m'avez pas compris. Qui nous fait la guerre aujourd'hui. Allez-y, Moussa. Mais pas du tout. Allez-y, Moussa. Ah, messieurs, dites-nous. Créer un parti politique, c'est pas ouvrir tout de suite un magasin. C'est parti d'où? Point de vue financier, comment vous faites s'il n'y a pas de baron derrière? J'avoue que nous avons des soutiens venant de l'extérieur. De l'extérieur. De l'extérieur. Wow. Peut-être une dernière question. Oui ou non, vous voulez faire de la figuration sur l'échiquier politique guinéen en créant ce parti? Non, c'est pas de la figuration, c'est du réel. Le soutien financier venant de l'extérieur, il vient de qui? J'avoue que dans toutes les choses où il y a des secrets, je m'abstiens. Peut-être vous verrez dans les jours à venir. Un diaspora qui a longtemps duré et qui veut rentrer triomphalement dans son pays. Allez, on va casser ça. Non, c'est pas un diaspora. Franchement, ça vient de l'extérieur, mais ça vient de la contribution de nos frères et de nos sœurs qui se trouvent à l'extérieur. On nous dit que la personne se trouverait du côté des États-Unis. Vous voulez que j'aille plus vite? Peut-être que je dis non. Non, c'est vous qui me apprenez, monsieur Lamine. C'est vous qui m'apprenez s'il est aux États-Unis ou pas. Quelqu'un qui pourrait peut-être prendre la tête du parti? Non, il n'y a personne qui va prendre la tête de ce parti, c'est des jeunes qui vont rester toujours à la tête de ce parti. Quelqu'un peut être candidat, mais pas à la tête de ce parti. Je vous ai dit que notre parti est à l'image du Parti Socialiste en France, où il y a un secrétaire général, et quand il y a une élection présidentielle, donc on organise des primaires aujourd'hui pour élire. Même le dernier militant peut être candidat. Alors, le positionnement politique du RRD sur l'échiquier politique, vous êtes un parti de gauche ou un parti de droite? Non, j'avoue que je vais vous donner cette information que nous sommes en train de regrouper des partis jeunes. Nous sommes au nombre de 8 pour le moment. La semaine à venir, nous allons organiser une conférence de presse pour créer notre plateforme, la coalition de l'opposition. Non, nous étions au centre avec la FEDEPAC, avec M. Solano, mais nous n'avons jamais participé à une réunion de l'opposition ni de la mouvance. Voilà, vous êtes très proche de AFIA, du groupe AFIA, de parti AFIA? Non, pas du tout. Sans langue de bois, vous me regardez dans les yeux? Oui, monsieur Lamine, je vous regarde dans les yeux. Est-ce que vous êtes très proche de Baïdi Haribo? Pas du tout. Bien. Ainsi va le monde. Oui. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu dans cette émission ce matin. C'est moi qui vous remercie et je remercie les grandes gueules pour tout ce que vous faites aussi pour la jeunesse guinéenne. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.